Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Ravi de vous retrouver ce soir dans Politique, le débat, l'islam et la politique cas du Mali. En effet, l'islam et la politique font aujourd'hui un grand débat dans notre société. Pour certains, pas question de voir les religieux dans l'espace politique, pendant que d'autres sont en train de lancer des mouvements associatifs et politiques à connotation religieuse, d'où notre thème de ce soir pour surtout comprendre finalement où est la ligne de démarcation réelle entre les deux. Voici entre autres préoccupations qui seront alors tout autour de cette table de débat. Ce soir, mesdames, messieurs, installez-vous. Donc, nous partons pour une heure d'échange avec nos invités qui sont monsieur Messaoud Ould Braïka. Il est spécialiste en le monde anglo-américain, ancien président coordinateur des élèves et étudiants stagiaires maliens en Algérie. Il est également l'initiateur du mouvement Assemblée nationale convergente des jeunes du Mali. Monsieur Braïka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Dissa, bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne Africa. Merci à vous d'avoir accepté. D'être avec vous sur ce plateau. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Le plaisir est mien. Merci. Notre second invité est Dr Mahdi Ibrahim Kanté, enseignant-chercheur en sciences politiques et relations internationales, membre de la commission des réflexions et d'orientation de la CEMAS branche Youssouf Daba Diawara. Dr Kanté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est avec un grand plaisir pour moi aussi de participer, notamment avec mes chers qui sont là pour partager, faire un échange sur cette question. En tout cas, très heureux de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, notre troisième invité est Monsieur Mohamed Alamine Diko. Il est membre de la commission scientifique d'ATTIR, comprenée par ATTIR, Alliance pour une transition intelligente et réussie. Il est le directeur général de l'ECI Éducation Crisis Institute. Monsieur Diko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux d'être là également et de débattre sur cette question de très grande actualité. Merci beaucoup. Notre quatrième invité est pris dans un bouchon. Il sera là d'un moment à l'autre. Il s'agit du docteur Amadou Koné. Il est enseignant-chercheur également, leader associatif et religieux, président de la mouvance républicaine. Alors, docteur Kanté, nous parlons de l'islam, nous parlons de politique ce soir. Alors, pouvez-vous nous définir, selon vous, ce que c'est que l'islam, la religion de façon générale, et ce que c'est la politique? Merci pour cette question. Alors, quand on regarde au niveau de la religion, on trouve déjà dans le monde, c'est pas juste une religion qu'on a, parce que quand on regarde, on trouve ceux qui sont vers le Moyen-Orient, on trouve le judaïsme, on trouve le christianisme, on trouve l'islam, et puis quand on part vers la Chine ou vers l'Inde, on trouve d'autres religions qui sont complètement différentes de ce que nous on a ici au Mali. Alors quand on regarde la religion, si on dit on va définir la religion, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir une définition universelle pour la religion, mais ce qu'on peut dire, ce sont des rapports entre l'homme et l'ordre de divine, alors à travers les croyances, à travers les pratiques. Alors on peut définir comme ça pour avoir une idée générale sur la religion, parce que toutes les religions, on trouve déjà, à partir de là, qu'on commence, c'est-à-dire des rapports qu'on a déjà avec l'ordre divin, c'est-à-dire ceux qui disent qu'avec Allah, ceux qui disent qu'avec Dieu, ceux qui disent avec d'autres, alors quand même c'est un rapport entre les deux. Alors si on dit on va aller vers la politique, on trouve la politique c'est pour organiser notre société, c'est-à-dire si on regarde la politique, on peut dire c'est tout ce qui est relatif à l'organisation, l'exercice du pouvoir, organisation de la société, on trouve directement, c'est ça la politique. C'est ça qui nous donne une confusion entre la religion et la politique. Justement, est-ce que nous savons alors où se limite la religion par rapport à la politique et vice-versa? Exactement, la ligne de démarcation réelle.
Parfait. Alors, quand on regarde déjà au niveau de la religion, bon, maintenant, on peut faire une différence entre certaines religions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les religions qui ont le même chemin, même voie par rapport aux autres. Par exemple, quand on va prendre l'islam comme l'exemple, on trouve l'islam, il a deux côtés. Il a côté culte, c'est-à-dire en arabe, c'est ce qu'on appelle ibadat. Il y a d'autre côté, c'est qu'on appelle, disons, transaction, c'est-à-dire muamalat, c'est-à-dire comment on peut se comporter dans une société et comment on peut être avec d'autres personnes. C'est-à-dire, l'islam, il définit tout ce qui concerne la vie dans une société. Bon, c'est à partir de là, on trouve cette partie-là, il rentre automatiquement avec la politique. Parce que la politique aussi, on vient de dire tantôt que la politique est là pour organiser la société. Bon, maintenant, on trouve aussi dans l'islam une partie qui est là juste déjà pour la société. C'est-à-dire, quand on regarde dans l'islam, on trouve tout ce qui concerne les relations commerciales, qui parle de toutes les relations commerciales entre deux personnes, entre des entreprises. Bon, maintenant, c'est à partir de là, on a la confusion. Mais quand on regarde la majorité des savants, notamment Ibn Rushd, qui parle des choses qui concernent l'islam en disant que l'islam, tout ce qu'on a dans notre vie, on a déjà ça dans l'islam, qui explique tout. C'est-à-dire notre société, notre vie, des manières de vivre, on a tout ça dans l'islam. Dans ce cas-là, si on dit on va faire un point de démarcation, on trouve directement que la politique est une partie de l'islam. Directement, on trouve, avec cette idéologie, on trouve automatiquement que la politique est à l'intérieur de la religion musulmane. Voilà, je pense que c'est à partir de là qu'il y a des confusions. Il y en a qui disent qu'il faut séparer le deux, il faut faire une différence entre les deux. C'est certaines qui considèrent que l'islam, c'est seulement dans la mosquée, n'est pas ailleurs, ni dans la société. La société, on doit prendre la politique là-bas, et dans la mosquée, qu'on doit prendre la religion ou l'islam. D'accord. Alors, monsieur Alamine, sauf que nous sommes quand même au Mali. Le Mali, c'est quand même une république laïque. Alors, l'islam a deux grands axes, au dire du docteur Kanté. Nous avons le cultuel, mais nous avons aussi le côté gouvernance en général. Et c'est ce qui fait qu'on trouve l'islam sur le terrain politique. Alors vous, monsieur Alamine, que pensez-vous de cette cohabitation sur le même terrain entre le cultuel et ce qu'on peut appeler le gestionnaire, d'une certaine manière, de la chose publique? Oui, effectivement, je rejoins d'une partie ce que le docteur Kanté vient de nous expliquer. Il est à savoir que le cas en religion de l'islam, l'islam est la seule religion en réalité naturelle. C'est-à-dire c'est une religion de bon sens et c'est une religion qui nous donne tous les outils pour évoluer dans notre vie. C'est-à-dire que le dogme religieux est là, la sunna est là, le Coran est là, les hukms sont là, c'est-à-dire la gouvernance, exactement comme le docteur Kanté a expliqué. Et tout est là pour permettre à un musulman d'évoluer dans sa société, musulmane. Le plus grand exemple est l'État théocratique de Médine, qui a été fait au tout début de l'islam, à l'aube même de l'islam, et qui fonctionnait selon ces préceptes-là, avec d'autres religions et d'autres communautés présentes dans ce même État-là. Maintenant, là, on parle d'un État théocratique dont, on va dire, la gouvernance est faite par des musulmans. Et pour revenir concrètement à votre question, ce n'est pas le cas d'une république laïque de surcroît. Déjà, en étant républicain, on a des principes républicains. La laïcité en fait partie. C'est une laïcité à la française parce que c'est un héritage qui nous vient de 1905, de la loi laïque, de la laïcité à la française. C'est un héritage colonial qu'on a hérité, qu'on a fait un peu en réalité du copier-coller, mais c'est une laïcité à la française et c'est des principes républicains. Et dès ce moment-là, comme ce sont des principes républicains, on entre dans une volonté de gestion faite par les hommes. Ce qui va déjà en opposition avec une gestion musulmane, islamique, qui est un dogme et des lois et de fonctionnement d'une société dictée par Dieu. C'est-à-dire que dans une république laïque, les lois évoluent en fonction des hommes
évoluent en fonction de leurs mœurs, évoluent en fonction de leurs barrières et leur hauteur morale, on va dire. C'est-à-dire, concrètement, quelque chose de totalement inacceptable il y a 100 ans devient tout à fait normal. Et on va en adapter les lois, on va adapter la Constitution et on va le légaliser. Donc on va plier la gouvernance à notre volonté propre. Ce qui ne fonctionne pas du tout avec l'islam. C'est nous qui nous plions et qui entrons dans le cadre de ce qui nous est demandé, ce que nous est dit, c'est le dogme. Donc en réalité, l'islam et le Mali, en république laïque, c'est assez contradictoire. Est-ce qu'il y a une grande contradiction dans le cas malien entre les lois de la République et les lois islamiques? Je ne dirais pas qu'il y a une grande contradiction, mais en réalité le problème n'est pas le texte, qu'il soit républicain, constitutionnel ou musulman islamique. En réalité, le problème est surtout au niveau des interprétations des personnes qui doivent appliquer ces textes-là. Que ce soit les textes républicains comme religieux. Les textes religieux. Oui. Comme religieux. Je m'explique. C'est que l'islam, en réalité, comme je disais, au risque de me répéter, c'est une religion tout à fait naturelle. Et c'est la seule. Et naturellement, il n'y a que ce qui pourrait être bon pour les êtres humains et leur vie en société. Mais la chose est qu'au Mali, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Et l'islam est considéré au même titre que le christianisme, que l'animisme. Dès que le dogme est reconnu par l'État, c'est justement ça la force de la République, il permet à l'islam d'exister. Parce que si nous étions au Vatican, nous ne serions pas autorisés à exister en tant que musulmans. Ou dans une république chrétienne ou animiste. Ou dans une théocratie d'une autre religion. Donc, vraiment, passer sur les lois islamiques, les mettre, dire qu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois républicaines, c'est assez limite. C'est un raccourci, c'est vrai. Personnellement, je serais plutôt dans l'optique qu'une religion et des lois religieuses, plus précisément l'islam, pourraient être en totale contradiction avec les lois républicaines. En totale contradiction. Pour ça, je donne un exemple simple, c'est un raccourci également, ça peut être un peu choquant, mais comme je vous disais, il y a 100 ans, vous alliez en Europe en 1921, le mariage homosexuel était un scandale, c'était inimaginable. Leur société a évolué. Aujourd'hui, pour eux, c'est normal. Ça répond à l'exigence des valeurs républicaines. Ça répond à l'exigence d'une république laïque. C'est-à-dire de plier les lois à la volonté de la majorité démocratiquement et laïquement. Et ça ne répond pas du tout à nos lois islamiques. D'accord. Alors, M. Braïka, l'islam et la politique. Alors, est-ce que c'est la religion islamique, quand elle est présente sur un territoire donné, alors, est-ce que ce sont les lois islamiques alors, qui doivent cadrer l'activité politique, ou plutôt c'est l'activité politique qui doit cadrer alors même les pratiques islamiques quand on est quelque part où il y a une forte cohabitation entre la religion islamique et la politique? Merci infiniment, M. Dissa, pour cette question théologico-politique d'une importance capitale pour le Mali en ces jours-ci. Je ne dirais pas qu'une religion, quelconque qu'elle soit, puisse cadrer la politique. Mais je vais essayer de contextualiser un peu pour qu'on puisse comprendre ces nouveaux processus de libéralisation et de démocratisation des sociétés comparés à l'islamisation même de la société malienne. Il va falloir que nous puissions faire un poids de l'islamisation et aussi de la démocratisation du Mali pour pouvoir comprendre comment est-ce que la cohabitation peut exister entre la politique et la religion. Le processus d'islamisation du Mali a les bénéfices de l'ancienneté comparé au processus de libéralisation et de démocratisation, qui date de la chute de l'Empire du Ghana en 1076 via l'invasion almoravide qui a vu l'introduction de l'islam dans toute l'Afrique occidentale.
Donc, si vous essayez de voir quelque chose qui a perduré dans une société depuis le Xe siècle et quelque chose de récent, la politique gestionnaire démocratique du Mali, elle est née de 1991. Elle est très récente. Donc, il est difficile que cette politique puisse venir piétiner tout ce qui existe comme valeur sociétale du Mali. Mais ce qui serait possible, c'est une cohabitation. La constitution du Mali, elle donne droit d'exercice de l'islam, reconnaissant les autres religions. Et l'islam, dans sa composante, reconnaît les autres religions. Il y a possibilité de cohabitation avec des autres religions. Donc si par exemple nous avons ce que moi j'appelle la constitution dédiée, la religion est une constitution dédiée. Ce sont des lois qui ne sont pas amendables par les hommes. Mais les constitutions que nous connaissons dans nos paramètres démocratiques sont des constitutions qui sont par la volonté du peuple. Si nous essayons de voir le cas du Mali, nous sommes à 95% de musulmans. Et si l'adoption des textes constitutionnels sont faits par le peuple, par volonté du peuple, il est difficile que dans la loi mère, il puisse y avoir un piétinement des textes religieux. Il y aura toujours possibilité de cohabitation de la religion et de la politique gestionnaire. Car la religion aussi, je la vois en politique, mais en une politique de Dieu et non en une politique de l'homme. Donc la cohabitation, elle est bien possible. Elle est possible dans le sens où la politique gestionnaire comprend la religion dans sa dimension d'exécution. Si nous prenons par exemple la constitution de Dieu qui est le Coran, l'islam, elle ne laisse pas voix à certaines choses. Nous allons juste faire un flashback sur l'histoire politique du Mali, par exemple le code de la famille, qui s'est vu refusé par les Maliens. Et récemment aussi la nouvelle loi sur les genres, qui est refusée par certains leaders religieux parce que ça entrave la religion musulmane dans son application quotidienne. Donc ce qui fait peur souvent entre cette cohabitation de la politique et de la religion, je pense qu'il y a possibilité de cohabitation. Si le politique comprend la mesure réelle de l'islam et que les musulmans aussi comprennent ce processus de démocratisation de nos sociétés qui fait que nous sommes sur une convention. Et si dans cette convention qui est la Constitution, nous admettons d'être gérés autrement que par la loi mère de notre foi, nous devons observer un consensus, un compromis pour que puissent cohabiter la politique et la religion. Donc dans ce sens, je pense qu'il est bien possible de voir une cohabitation de la politique et de la religion, et non une direction de la politique par la religion ou une direction de la religion par la politique. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, j'annonçais au début de l'émission que notre quatrième invité, Dr Amadou Koné, était pris dans un bouchon. Je vous rappelle qu'il est enseignant-chercheur, leader associatif religieux, président de la mouvance républicaine. Dr Koné, bonsoir. Bonsoir, M. Dessa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir. Merci infiniment. Alors, on a fait un premier tour où on a parlé de ce que c'est la politique, de ce que c'est la religion. On a parlé aussi de la possibilité justement des contradictions entre les textes religieux et les textes politiques. Et là, on vient d'entendre M. Braïka parler du consensus possible sans que la politique ne soit forcément dirigée par la religion et sans que la religion ne soit dirigée par la politique. Je crois que j'ai fait un bon ramassé de la situation. Alors, docteur Koné, alors, comment est-ce que ce consensus est possible si l'une, aussi bien que l'autre, tient à avoir les rênes de la gestion? Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas parler de l'islam sans parler de sa volonté aussi à participer activement à la gestion. Ok. Merci beaucoup, M. Tissa. Merci beaucoup, cher débatteur. Alors, moi, je voudrais revenir en fait à la notion de le vouloir même de la religion, donc au niveau de l'homme. Parce que je veux sortir du monologue dogmatique, donc l'homme dans sa dimension spirituelle, dans sa relation avec le divin. Donc, en tout cas, si on prend la définition chrétienne de la religion même en tant que telle, qui relie l'homme à Dieu.
en tout cas, selon le courant de pensée dans lequel nous sommes, c'est que l'homme, le but de l'homme sur Terre, il y a 3 vocations. Donc, la première vocation, c'est justement d'adorer Dieu, donc comme il se doit, d'être un ami de Dieu. La deuxième vocation, c'est de fraterniser avec donc les autres humains. Donc voilà, ses coreligionnaires, sa famille, la société et ses frères humains tout court, qu'ils soient de même religion ou pas. Et la troisième vocation de l'homme sur Terre, c'est de maîtriser son environnement. Donc c'est là où il y a la dimension scientifique, la recherche, comprendre le monde qui nous entoure pour y vivre mieux. Maintenant, si on prend tous ces aspects-là de la dimension humaine, donc on voit que la gestion politique et la gestion religieuse souvent vont se rejoindre quelque part dans la mesure où pour vivre en société, donc qui est aussi une des vocations de l'homme, il faut qu'on définisse ensemble les règles de vie, de bon voisinage. Donc pour cela, la religion ne définit pas ça clairement dans le Coran. La religion a laissé libre cours aux sociétés de se mettre d'accord, de définir ces règles-là à définir pour le vivre ensemble. C'est ce que le professeur a fait quand il est arrivé à Médine. Et quand il est arrivé à Médine, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout dans la religion. Ils ont fait la constitution de Médine, et dans laquelle tout le monde s'y retrouvait en fait. Donc là, la politique et la religion allaient de mèche ensemble. Et aussi, si on voit l'évolution de l'humanité, ça a été toujours ensemble. Même quand on a parlé de la séparation de l'Église et de l'État, c'est parce que c'était lié quelque part. C'est parce que le roi avait le monopole de la religion et de la gestion de l'affaire publique, qui est la définition par essence de la politique. Donc, les deux évoluent ensemble. Au fil du temps, quand la religion a voulu cadrer la science, ce qui n'est pas le cas, enfin ce qui ne devrait pas être le cas, parce que l'homme par essence doit comprendre son environnement, essayer d'évoluer, donc les formules mathématiques, ça on ne trouve pas dans le Coran, les formules chimiques, ça on ne trouve pas dans le Coran, donc il est laissé à l'homme de réfléchir, de comprendre, de développer les formules pour comprendre son environnement. Et quand la religion ou les religieux, quand je dis religieux, je parle de leaders, hein, parce que je pense que vous l'avez défini, en fait au Mali on est pratiquement tous religieux d'une manière ou d'une autre. On parle de 99%, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, mais les leaders religieux, à un moment donné, ont voulu canaliser la réflexion scientifique. Et c'est ça qui a amené justement au passage de Galilée sur Guillotine, parce que justement Dieu même a laissé libre cours à cela. Parce qu'il s'adresse aux humains en disant seuls les dieux d'intelligence comprennent ces aspects, seuls ils savent que l'alternance du jour, de la terre, de la nuit, les étoiles. Donc en fait, il dit pour des gens qui réfléchissent. Ça veut dire quoi? Qu'il a laissé une ouverture aux gens de réfléchir. Maintenant, quand le leader religieux a voulu cadrer cela, a voulu canaliser ou contrôler cela, ça posait un problème. Donc, à partir de là, on a séparé les deux aspects. Donc le cultuel spirituel, qu'on a laissé exclusivement aux religieux, et la gestion temporelle de la vie qui est laissée, on va dire, aux politiques, donc au roi, au président. Maintenant, cette gestion temporelle de la cité, par évolution, donc ça a mené à la démocratie, hein, à la française, la révolution, la création de la République. Maintenant, on se met d'accord. Comment on gère mieux notre cité pour y vivre en bon voisinage, en bon citoyen, en sujet de droit? Il faut qu'on se mette d'accord. Tout le monde ne peut pas diriger. Là, on se met d'accord qui est plus digne de diriger parmi nous. Donc là, les règles démocratiques, on se met, le suffrage, ça vient, donc on fait des élections, on élit quelqu'un, donc qu'on pense qui est mieux positionné, mieux expérimenté, mieux formé pour, en tout cas, nous diriger, on va dire. Maintenant, dans cette gestion-là, les religieux s'y trouvent, en tout cas doivent s'y trouver, parce que selon ces mêmes modèles démocratiques, on doit nommer des gens qui vont voter des lois. Il a dit tout à l'heure, quand ils votent des lois, il faut que les musulmans, dans sa pratique religieuse, s'y retrouvent aussi. Donc c'est ça qui a donné lieu à des manifestations contre le code de la famille. Il a dit récemment contre la violence basée sur les genres ou d'autres lois, parce que... La loi sur la nouvelle loi exact, sur le genre. L'éducation sexuelle complète. Voilà, exactement. Parce que tout simplement, les citoyens ont mis devant lui donc les élus et qui sont en train de voter des lois auxquelles ils ne se reconnaissent pas. Donc à chaque fois,
et on voit que les religieux, donc les citoyens de base, est toujours à son avis à dire sur la gestion politique, la gestion publique de la chose publique, parce qu'il est dans ce cadre de vie commun. D'accord. Alors, tel est quand même ce qui avait toujours prévalu d'une certaine manière. M. Braïka, vous aviez bien fait d'évoquer quand même dans le contexte malien toute l'historique depuis l'invasion marocaine en 1976, la prise de Koumbe Saleh. Effectivement, quand on regarde les États théocratiques, nous n'avons pas tellement connu ça. Nous avons eu toujours, quand même, par exemple, un chef de village, une famille d'imams qui se transmet de père en fils, ainsi de suite. C'est des générations à être des imams d'une même famille, des générations à être chef de village voilà, dans une même famille. C'est ce qu'on a surtout connu quand même. Les États théocratiques, on n'a pas tellement connu. Mais, Dr Kanté, qu'est-ce qui explique, selon vous, tout d'un coup, voilà une grande émergence d'hommes politico-religieux, de mouvements politico-religieux qui vont même à la conquête du pouvoir, qui chassent des dirigeants, qui se préparent à se présenter à des élections. Comment expliquez-vous alors cette soudaine activité ou ce soudain activisme politico-religieux? Parfait. Merci pour la question, mais avant de répondre, je vais juste revenir un peu en arrière. Allez-y. Concernant laïcité. Et aussi, c'est que mon cher disait par rapport à l'Empire du Ghana et puis l'Empire du Mandin, précisément, quand El Mouravidine arrive pour attaquer l'Empire du Ghana, ce n'était pas pour la religion, hein. Ce n'était pas pour convertir la population du Sahel ou cette zone-là à l'islam. Parce que l'islam est arrivé dans l'Empire du Ghana comme au 7e siècle. C'est pas le commerce transsaharien. Voilà. Et une grande partie mais pour que ça devienne une religion d'État, quand même, c'est à partir des Almoravides. Non, on arrive. Pourquoi? Parce que l'Empire du Ghana, si on regarde des anciens historiens qui ont écrit sur l'Empire du Ghana, notamment John Joseph en anglais, et puis après Ibn Battuta, qui ont écrit sur l'Empire du Ghana, mais depuis 7e siècle, l'Empire du Ghana est complètement musulman. Pourquoi? Parce qu'on explique que Koumbe Saleh déjà avait 12 mosquées, 12 grandes mosquées. Ok, ça c'est un. Quand la capitale l'a tombée. Non, oui, c'est-à-dire à partir du 7e siècle. Ok, bon, maintenant ça c'est un. De deux, on trouve aussi, mais l'empereur était déjà musulman. Pourquoi? Parce que la première personne à convertir, c'était le vice-empereur, qui est parti à Koumbe Saleh, et puis les Arabes, les commerçants sont arrivés avec l'islam, il a expliqué l'islam, et puis lui il retourne à l'empereur pour dire qu'il y a une nouvelle religion. Il a expliqué, il dit, depuis que je vous vis, je sais déjà que vous êtes musulman. Vous êtes d'accord avec eux. Mais maintenant, l'Empire du Ghana, la religion musulmane a commencé. Mais quand le Mouravides sont arrivés, ce n'était pas pour l'islam seulement, mais plutôt avec une idéologie, comment on peut avoir le pouvoir du monde dans notre main. C'est ça qui a fait les guerres sont commencées dans le monde en général. Sinon, si c'était seulement de convertir à l'islam, nous on a commencé déjà depuis ce temps-là. Ça c'est une partie. Bon, maintenant l'Empire du Mandin. L'Empire du Mandin a pratiqué vraiment la religion dans le pouvoir, au milieu du pouvoir. Quand on regarde l'exemple de Kanko Moussa, on regarde l'exemple de Suleiman, Abouakar Sani, tout ça, ils ont appliqué l'islam. Au travers le pouvoir. Bon, maintenant, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'islam ou l'islam et la politique ou et le pouvoir, c'est nouveau au Mali pour nous. Parce que c'est depuis longtemps. Mais le problème est arrivé à quel niveau? Quand on a commencé à essayer de copier-coller. Par exemple, quand on regarde le monde arabe, ce qui existe dans le monde arabe, nous, on voulait exactement prendre ça, copier-coller. Sinon, M. Diko a parlé de laïcité. Mais nous, on était déjà laïcs avant les Européens. Nous, on était déjà laïcs. Pourquoi? Parce qu'au temps de l'Empire du Mandin, mais on trouvait déjà, il y avait des athées. Il y avait des gens qui avaient des idoles. Mais on a eu la charte de Kouroukanfouga, la charte des Mandins, 1222, qui fait partie des références, des déclarations des droits de l'homme des Nations Unies. Tout à fait. Bon, déjà, quand vous allez lire ça, les articles qui sont écrits dedans, mais c'est à partir de l'islam. Pourquoi? Parce que tout ce que l'islam avait demandé, de respecter
envers l'autre. C'est déjà écrit dans la charte des mandats. Bon, à partir de là, nous, on était déjà laïcs. Parce que si on regarde, laïque n'est pas d'imposer quelque chose sur la population. Non, ça, c'est pas laïque. Laïque de respecter, de laisser chacun dans sa liberté. C'est ça, laïque. Bon, maintenant, l'empire du Mandé, c'est dans le Mazhab Maliki. Que nous, on a ici, ils ont pris ça ici. Sinon, ils n'avaient pas ça. Vous voyez? Bon, maintenant, nous, nos problèmes, c'est arrivé où? On a commencé de faire copier-coller. Copier-coller pas seulement de l'islam, mais aussi de l'Europe. Parce que déjà, on a essayé de prendre, par exemple, si la France vote une loi, nous aussi, on veut voter aussi la même loi, alors que la population française, ce n'est pas exactement comme la population malienne. Parce que nous, on parle de 95% musulmans, et la France, le musulman, combien pour cent? C'est complètement différent. Bon, maintenant, quand on regarde, moi, je dirais, nos pays étaient laïcs déjà plus que les Européens. Parce que si on autorise, par exemple, de construire une église, on interdit de construire une mosquée quelque part où est laïcité, dans ce cas-là. Parce qu'il y a une partie de la population qui est libre, l'autre partie n'est pas libre. Ben, par contre, nous, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est ça le problème qu'on a eu au niveau de notre... Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous aurez votre tour de parole tout de suite. Monsieur Diko, alors comment expliquez-vous, parce que c'était la question que j'avais posée à Dr Kanté, comment expliquez-vous cette émergence des religieux dans la sphère politique? Parce qu'on avait quand même assisté à une histoire très longue de cohabitation, sans que ce soit quand même des chocs de ce genre-là entre politique et religieux. Comment expliquez-vous cette nouvelle façon de faire les choses? En réalité, bon, avant de passer directement à ça, je vais faire un petit ramassis de ce que mes deux confrères débatteurs ont eu à dire également. C'est très intéressant de faire un petit peu le retour en arrière. Il est à savoir, ce n'est pas discutable, ce sont des faits historiques, que nous sommes musulmans au Mali depuis 13 siècles minimum. Donc, je ne vois pas, à part Dieu, qui pourrait, en tant qu'homme, nous enseigner l'islam en réalité. On a fait notre islam en l'adaptant depuis, on va dire, 12 siècles et demi, 13 siècles, à notre culture locale, à nos traditions, à nos tribus, à notre manière de faire, tant bien que mal. Mais on s'est débrouillé. Oui. Le premier problème, pour en revenir réellement à votre question, vient du premier moment où le colon a posé le pied. Il a emmené une culture qu'il nous a obligés à appliquer et une autre religion. Mais en termes religieux, là n'est pas le premier problème. Ça a été le premier problème à ce moment-là, a été en termes politiques. Parce qu'il nous a emmené une nouvelle manière de faire, qui était basée sur ce qu'on a déjà dit autour de la table, la laïcité à la française, qui est à la française et pas à la malienne. Parce qu'il faut retenir que ce que je vais dire peut paraître très paradoxal, la laïcité en réalité est une religion. Au risque de vous choquer, c'est la religion de toutes les religions. C'est-à-dire qu'un vrai laïc va autoriser M. Breika à exercer son dogme, va autoriser monsieur, je ne sais pas, un bouddhiste à faire le sien, ainsi de suite, sur le même pied d'égalité, et quel que soit le pourcentage de sa population impliquée. Donc la laïcité en soi, en réalité, est une religion. C'est très paradoxal ce que je dis, mais voilà, suivez cette logique-là. Donc le premier problème en termes de politique est arrivé au moment où le colon a posé le pied, parce qu'il nous a imposé un système de gestion de la cité, de l'État, qui n'était pas le nôtre et qu'on ne connaissait pas, par la force. Il nous l'a fait adopter. En termes religieux, non, pas du tout. Il y a eu les conversions au christianisme. Ça n'a pas dérangé les musulmans et les animistes qui étaient là. Qu'elles aient été de foi ou bien, on va dire, d'intérêt, parce que, bon, si un prêtre et une église se construisent et qu'il y a quelques avantages à être chrétien, ça c'est autre chose. Dans tous les cas, ça n'a pas posé de problème. On s'est débrouillé. En termes religieux, en réalité, le premier problème a débarqué ici au Mali, on va dire, un peu après, et là je vais faire un petit clin d'œil au docteur Kanté, parce qu'après toutes ces années en Égypte, il doit bien être au courant de ça, de l'islam politique ici au Mali. Oui. Le terme réel utilisé, c'est l'islam politique, que le monde moderne a connu vers la fin des années 70, avec la révolution iranienne,
toute cette zone qui a commencé à basculer dans un islam qui ne répondait plus à l'ambition islamique, musulmane, mais qui répondait en plus à des ambitions nationales ou nationalistes, politiques, à des dogmes en réalité qui étaient beaucoup plus humains, des réflexions beaucoup plus humaines et des préoccupations beaucoup plus humaines que les préoccupations que Dieu nous donne dans l'islam. Quand cet islam politique a débarqué ici au Mali, il y a une vingtaine d'années, ça a été en réalité le premier problème à ce moment-là. Pour la cohabitation politique Mali, République laïque du Mali et islam. On s'est retrouvé avec des courants et des mouvances qui avaient des financements, je ne vais pas dire discutables, c'est pas ça que je veux dire, mais opaques. Une gestion et une organisation tout à fait inconnue. Et en réalité, on s'est retrouvé avec des gens et des financeurs qui n'avaient peut-être pas les mêmes objectifs et les mêmes ambitions que nous, les Maliens. Oui, ça c'est vrai. Et cet islam-là, cet islam politique, je dis bien celui-là, le danger qu'il peut apporter est peut-être aussi dangereux pour notre société malienne à nous que la colonisation. Effectivement. Parce que ça ne nous correspond peut-être pas. Parce que celui qui finance n'a peut-être pas le même agenda que nous. Oui. Et que lui, en finançant, peut-être qu'il voit autre chose que notre bien-être à nous. C'est possible qu'il soit vraiment convaincu de sa foi et qu'il veuille faire du bien à tous les musulmans du monde, mais peut-être qu'il cherche autre chose. Et cette opacité et ce problème d'origine des fonds et de l'organisation, et on ne sait pas réellement à qui ces gens peuvent obéir, c'est là que ça a commencé à poser un problème. Si on rajoute à cette sauce très amère tous les problèmes de gestion et les défaillances des politiques, ça donne un cocktail explosif. Ça donne une société, un peuple qui n'est pas alphabétisé, qui n'est pas éduqué. Quand je parle d'éducation, je parle de formation académique et ce type-là, qui n'est pas éduqué, une population qui aspire à des choses, à tout simplement, ça a l'air bête comme ça, mais boire de l'eau potable, qui ne l'a pas, et des politiques qui sont là depuis une vingtaine, trentaine d'années, qui ne donnent pas de solution viable. On ajoute à tout ça la corruption, on ajoute à tout ça un système et un État totalement défaillant. Quelle est l'alternative? Ma religion qui est juste. Maintenant, comme je disais au début du débat, le problème n'est pas dans le texte religieux. Le problème est dans la personne qui le porte. Est-elle sincère? Est-elle de bonne foi? Ce leader est-il sincère? Est-il de bonne foi? Est-ce que vraiment c'est le vrai projet? D'accord. Nous allons certainement avoir le temps de répondre à cette question. Alors, M. Braïka, ces leaders, moi je vais donc dire ces leaders religieux, entre guillemets, sont-ils sincères? Mais avant qu'on réponde à cette question-là, selon vous, quelle est votre explication par rapport à cette émergence des religieux sur l'espace politique? Est-ce que c'est la même explication que vous avez que M. Diko? Tout d'abord, je voudrais faire un retour sur des détails supplémentaires que M. Kanté a donnés par rapport à l'Empire du Ghana. Il est en train de conforter un argument que j'ai donné par rapport à l'assise de l'islam dans notre société. Quand M. Dissa a posé la question, si la politique doit être dirigée par la religion ou la religion par la politique, j'ai fait comprendre que avoir l'ancienneté de l'islamisation du Mali, il est un projet très ambitieux, ou plus qu'ambitieux, que de voir la politique diriger la religion. Mais dans un exercice de pluralité, la formule de l'équilibre, c'est toujours le compromis. Oui. Si nous prenons la religion musulmane en tant qu'entité unitaire, d'accord, loin de la politique gestionnaire démocratique ou de libéralisation que nous connaissons actuellement, Oui. dans sa composante en tant qu'islam, elle est plurielle. Oui. Elle est controversée.
et les points de destination divergent entre les musulmans eux-mêmes. Oui. Pour hisser l'islam à une balance de constitution, j'ai dit que c'est une constitution de Dieu et la constitution des hommes. Pour essayer de trouver le juste milieu entre ceci, je ne dirais pas que je ne miserais pas comme M. Diko tout de suite sur la religion. Parce que si nous prenons la religion comme étant issue de sortie, malheureusement, nous allons vers un chaos. Et je pense que les événements de 2012 ainsi que la lutte antiterroriste à laquelle le Mali fait face est un bel exemple de ces explications. Si nous mettons dans la conception populaire qu'aujourd'hui, prendre l'islam en tant que constitution et l'appliquer est le salut de notre société, c'est une erreur. Parce que les musulmans n'est malheureusement pas l'islam. Et c'est aux musulmans que d'apporter l'exécution de cette constitution. Va-t-il l'exécuter avec exactitude dans ses textes composantes? Donc ça, c'est quelque chose que je crains fort. Nous avons vu des personnes décapitées en 2012, ou décapiter un chef de famille qui nourrit sa famille. Même si vous, et qui est musulman, même si vous l'avez trouvé en flagrant délit, vous avez la preuve de ces délits. Dans l'islam que nous connaissons, avant, il y avait Beit el-Mal. Il y avait un budget qui pouvait nourrir cette personne qui vous avez privé de sa main, qui ne peut plus nourrir sa famille. Donc, en termes clairs, vous avez tué la famille. Donc, je n'irai pas dans des projets aussi ambitieux. Mais ce qui, je pense, aujourd'hui, peut-être les salis, c'est d'essayer de trouver les justes milieux et de limiter les extrémités de la religion, les extrémités de la politique. Tout en reconnaissant, comme l'a dit M. Diko, ce qui est. La force de la religion, je l'ai expliqué par son ancienneté, et aussi, d'un point de vue démographique et démocratique, la portion majoritaire revient à la religion dans son ensemble et particulièrement à l'islam. Donc si la démocratie est l'opium du peuple, nous ne pouvons pas voir de constitution adoptée qui soit totalement contradictoire à notre islam. C'est nous qui élaborons nos constitutions. Et si nous sommes majoritairement musulmans, nous devons faire en sorte d'adopter des lois qui puissent préserver ce vivre en musulman sans que les musulmans ne se sentent persécutés dans sa foi. Comme le stipule l'article 4 de notre Constitution, nous reconnaissons la liberté de conscience, de pensée et de culte et de religion. Donc il faut rester dans ces caps républicains, mais veiller à l'application des lois. Alors, quel regard portez-vous justement sur ce qu'il avait appelé l'islam politique, mais cas du Mali? L'islam politique cas du Mali, pour essayer de dissoudre la confusion, il faut faire une différence entre l'islam et les religieux, entre les leaders politiques et les leaders religieux. Le leader politique est un religieux, mais il n'est pas un leader religieux. Il y a des personnes qui portent la casquette de la religion pour faire des adhérents qui sont d'ailleurs naturels. La personne qui vous suit, elle croit en Dieu, elle croit en la constitution de Dieu et non vos projets politiques à vous. Donc je pense que c'est une question de maturité politique. Si aujourd'hui les Maliens viennent à la compréhension du fait que lorsque je suis sur le chemin de la foi, c'est la foi, mais lorsque je suis sur l'échiquier politique, je dois être jugé en tant qu'entité politique à part entière. Oui. Et je pense quelque part aussi que la religion musulmane est la religion la plus démocratique qui puisse être. Et c'est à travers notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il appliquait ce qu'on appelle la shawra. Après que les révélations lui sont faites, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien que c'est la volonté divine, il ne l'exécute pas sans concertation. Nous sommes d'accord. Et la constitution démocratique que nous connaissons, elle est faite sur base de concertation. Donc, l'islam n'est-il pas une religion démocratique de ce fait? Et l'islam est ouvert en quelque sorte à l'amendement. Nous avons le Coran, nous avons la Sunna et nous avons le fiqh, la jurisprudence qui tranche des questions qui ne sont citées ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc aujourd'hui, la situation actuelle du Mali doit être vue d'un point de vue où nous devons vivre la religion et empêcher la monétisation et la politisation de l'islam. Que les mosquées arrêtent d'être des QG de partis politiques,
que les partis politiques se battent en des partis politiques. Vous ne pouvez pas prêcher l'islam et faire croire aux musulmans que si ils vous suivent, vous, ils doivent forcément suivre votre cap politique. Et je pense que les Maliens sont aujourd'hui dans un éveil de conscience populaire. J'étais en train de venir tout de suite là avec un transporteur. J'ai eu à les questionner sur la question. Je lui dis, que pensez-vous du fait que les religieux prennent du pouvoir dans l'arène politique? Il me dit que c'est un cancer pour la démocratie malienne. Bien que transporteur. Hein. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Koné, il y a quand même une autre problématique. Je me réfère là-dessus encore, je me réfère à Monsieur Alamine Diko qui disait que la laïcité en elle-même est une religion. Alors, est-ce que nous avons sérieusement bien compris la notion de laïcité? Parce qu'au sein de l'opinion nationale, beaucoup de gens pointent du doigt un fait que, alors, les associations, les mouvements, alors, ne doivent pas avoir des récépissés républicains, entre guillemets, si alors ces associations-là sont de connotation religieuse, ethnique, voilà, régionaliste ou régionale, etc. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je ne dissocie pas vraiment les deux hein, en tant que tel. Je reviens à votre question tout à l'heure. Comme j'ai dit, une des raisons de l'homme sur Terre, c'est de créer les conditions de vivre ensemble. Ce vivre ensemble, ça passe par la politique, par la mise en commun de notre manière de voir les choses, comment on crée un environnement où nous pouvons tous prospérer, nous avons notre liberté de penser, notre liberté de procréer, notre liberté de culte, etc., etc. Donc, la laïcité, comme je l'ai dit, depuis Médine, ça existe dans l'islam, depuis l'origine de l'islam, et le Mali aussi l'a connu depuis toujours, en fait. Maintenant, s'il y a des mouvements à connotation religieuse au Mali, il ne faut pas le voir comme anti-républicain ou anti-démocratique, en fait. Parce que, en fait, les grandes démocraties que nous citons en exemple, je vais dire en Allemagne par exemple, Angela Merkel est issue d'un parti qui réclame sa chrétienté. D'ailleurs, le mot chrétien est dans le parti, CDU. Donc ça c'est... En France, il y a aussi un parti chrétien. Je pense que Philippe de Villiers, il n'a pas caché sa chrétienté, son parti aussi. Donc les démocraties que nous citons en référence ont des partis qui ont des connotations religieuses. Donc ce n'est pas antinomique, ce n'est pas anti-républicain. Donc des associations de cette nature-là aussi demandent à se regrouper ensemble, à porter un projet de société. Là où il ne faut pas faire l'amalgame, là où il ne faut pas... la limite de cela, c'est qu'il ne faut pas les dictats de la religion quand ces groupes ou ces partis arrivent au pouvoir. Donc, en fait, comme je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, l'émergence... En ce moment, oui. Si ces partis doivent arriver au pouvoir, c'est par voie démocratique. Absolument. Mais alors là, où est le problème? Voilà, en fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, les gens, quand on dit religieux, ils ont peur. Bon, on ne sait même pas pour quelle raison. Mais, par exemple, oui. Un parti religieux qui dit haut et fort, quand je vais avoir la majorité à l'Assemblée, je vais amputer les voleurs, je vais tuer les corrompus. Si sur cette base, le peuple vote pour ces partis, où est le problème? En réalité, le problème... Est-ce que quelque part, c'est pas... Donc finalement, c'est que ce peuple-là voudrait bien. C'est la démocratie. Alors, de quoi a-t-on peur? C'est la démocratie. Normalement, on doit accepter la volonté du peuple si c'est le peuple qui a décidé cela. Je pense que ça a été une erreur, par exemple, des États-Unis, quand en Afghanistan, les gens ont voté pour mettre un régime en place et qu'on n'a plus le reconnu après. Alors qu'on a encouragé les élections, mais la population a voté pour mettre en place un système qui a voulu appliquer en fait, certaines législations qui sont très rigoureuses. D'autre part, je pense aussi c'est en Tunisie, en Égypte. En Égypte, il y a les frères Ikhwan, les frères musulmans. C'est dès le départ la connotation religieuse. Et ils avaient un projet de société. Et bien sûr, in fine, c'est pour appliquer les lois religieuses. Ils ont été portés. Ils ont été plébiscités au Parlement. D'ailleurs, on dit que c'est le premier président égyptien qui a été très démocratiquement élu. Maintenant, il ne faut pas que les forces extérieures voient ça mal ou essaient d'empêcher ces projets-là, parce que c'est la volonté du peuple. Maintenant, je pense qu'au Mali en particulier, le Mali est un État laïque, comme je dis, dès l'origine.
depuis, ils ont parlé, hein, depuis Kangou Moussa, depuis Soundiata Keita, depuis l'Empire du Ghana, parce qu'on a une cohabitation de plusieurs religions. On a des chrétiens ici, on a des musulmans ici, on a d'autres personnes qui ne sont dans rien, ou qui sont dans l'animisme, qui sont dans autre chose. Maintenant, si les musulmans arrivent au pouvoir, le projet, je pense que ce n'est pas d'appliquer l'islam à tout le monde ou de contraindre les gens. Parce que dans la religion même, c'est interdit de contraindre. Là, ikra fi-din. Donc, dans la religion, c'est interdit de contraindre les gens. Les gens doivent avoir une liberté de particulière, de choisir le Dieu. Dieu même a voulu cela, en fait. Dans le projet de Dieu, il a dit il a créé l'homme libre de suivre la voie de Dieu ou pas. Et lui, il a créé ça. Donc, un humain n'a pas le droit donc, de lui priver de ces droits-là et de l'imposer une religion. Maintenant, au Mali, quand les religieux arrivent au pouvoir, je pense que le projet, ce n'est pas de contraindre tout le monde à aller à l'islam, mais, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a une faillite des politiques à un moment donné. Bon, l'immixtion des religieux aux politiques, ça ne date pas de 20 ans, et comme Diego l'a dit, je pense que ce n'est pas 20 ans. L'islam politique. L'islam politique, mais oui, même l'islam politique. Bon, oui, c'est une façon de voir. Il y a une évolution. Voilà. Il y a une évolution. Mais depuis Samori Touré, parce que quand il a dit, Diego a dit bien dit cela, quand il y a eu une intrusion française, donc pour essayer d'imposer une façon de faire des choses, les gens n'avaient pas l'habitude, donc il y a une résistance. On parle de El Hadj Omar, c'est aux politiques aussi. Ce sont les leaders qui sont érigés en protéger la société des citoyens pour dire que non, on ne se reconnaît pas dans cette nouvelle façon de faire les choses. Il y a Cheikh Amala aussi en Europe du Sahel. Ces résistances sont des figures religieuses donc, qui sont érigées en résistants pour cette nouvelle façon de faire qui n'était pas aussi dans les us et coutumes des gens. Donc je pense que c'est très lié en fait. Maintenant, comme les politiques, depuis l'ère démocratique, il y a eu une profusion de corruption, la mauvaise gouvernance, la gestion de la chose publique. Alors que les religieux, par fondement, sont liés à quelque chose, une force transcendantale qui surveille en permanence. Donc, les citoyens pensent que les religieux, au moins, il a peur de quelque chose. Il a un Dieu, il s'est dit que, bon, il va bien faire à cause de cela. Parce que nos démocrates n'ont pas peur des lois qu'eux-mêmes nous ont votées. Ils n'ont pas peur des lois. C'est qu'on a porté haut, c'est eux qui transgressent même ces lois-là. Alors qu'ils ont en tête que parmi les religieux, s'ils portent les valeurs religieuses, l'éthique, la morale, et ils disent que bon, s'ils volent, un Dieu qui les voit, il va les punir. Donc je pense qu'ils vont être prudents. Et ils ont des exemples dans l'histoire. Ils ont tellement d'exemples de frères de leur propre religion, en fait, qui violent permanemment les lois de Dieu. Oui, justement, bon, il ne faut pas prendre un cas, pour, comme il a dit dissocier religieux au sens religieux du terme, et aussi quelqu'un qui est musulman ou religieux mais qui ne pratique pas à fond. C'est ce que la religion dit, et comme il a dit Ndiko, et c'est que les hommes, l'interprétation qu'ils en donnent. J'ai 3 exemples, ou 4 exemples. Rapidement. Et le prophète Joseph, donc Youssouf, et c'est un religieux. Bon, dans la définition islamique, c'est un musulman. Maintenant, il a dit qu'il peut garder les trésors. Quand il a interprété le rêve de son roi, il a dit qu'il y aura une période de disette, et lui, il peut garder les trésors. On lui a confié la gestion de la chose publique. Les trésors, toutes les ressources en vivres, en argent, on lui a confié la gestion. Et pendant 7 ans, il a géré d'une main d'expert la période de disette. Il y a aussi ce calife-là. Quand donc à l'époque, c'était une bougie, en fait, une bougie allumée chez lui, il comptait l'argent public chez lui. Maintenant, quand il y a un ami qui est venu, qui commence à discuter avec lui, il dit, ah, est-ce que tu es venu pour une affaire des musulmans ou en toi de la communauté, quoi, ou une affaire personnelle, parce qu'on est amis? Il dit, non, tu es mon ami, je suis venu te voir. Il dit, ah, dans ce cas, il a éteint la bougie pour ne pas consommer la chose publique pour des choses personnelles. Ou aussi, ce calife aussi, il a son propre enfant qui a mangé de la date. Alors que c'était le trésor public, les gens payaient avec la date parce que ce n'était pas l'argent, comme on le connaît. Mais il est allé jusqu'à faire vomir son enfant pour retirer ça de la bouche de son enfant, de son propre enfant. Parce qu'il dit que ce n'est pas pour moi, c'est la chose publique. Donc quand les gens ont en tête que, bon, peut-être que les régimes vont bien gérer la chose publique, parce qu'ils sont en tête qu'il y a un Dieu qui les surveille. Donc je pense que c'est là aussi que les régimes ont eu du poids, même si je suis d'accord avec lui qu'il faut des limites. Il ne faut pas transformer les mosquées en QG de campagne. Parce qu'en fait, pourquoi dans une mosquée, on a les partisans de tel parti, on a les partisans de tel candidat, on a les partisans de tel candidat. Maintenant, si je dois
faire la promotion d'un candidat, c'est aussi une forme de dictat. Oui. Donc là aussi, il faut qu'on doit éviter d'aller... Savez-vous qu'il nous reste plus que 5 minutes, mais moi je vais demander à la réalisation de nous donner 5 minutes supplémentaires, et donc peut-être même 7 ou 8 minutes supplémentaires, en vous donnant 3 minutes chacun comme dernier mot de la fin, mais sur une question quand même qui est une question plateau. Oui. Vous êtes bien écoutés, vous êtes bien compris, je pense. Alors, question vraiment plateau, qu'attendez-vous tous en fait de la cohabitation politique et religieuse au Mali désormais? Ok, merci pour cette question. Moi, je voulais juste signaler quelque chose. Par exemple, ce que le professeur vient de citer par rapport des exemples sur des califes et des Seydina Youssef, il y a une chose, il faut faire attention par rapport l'agenda caché. Parce qu'actuellement, dans le monde là où on est, il y a beaucoup d'agendas cachés. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut se présenter comme quoi je suis religieux, je fais ça, mais il a un agenda caché. Bon, maintenant, il faut vraiment faire attention à ça. C'est ça qu'on a, comme M. Diko a dit, comme l'islam politique. C'est ça. Un fait. Voilà, c'est un fait, en fait. Voilà. Bon, ce qui concerne la cohabitation, il faut que le Malien comprenne que vraiment la réalité du Mali est différente du monde. Nous, on a une situation qui concerne que nous. Bon, maintenant, par exemple, moi, personnellement, j'ai passé par le nord du Mali jusqu'à Niger, passé par des villages. Mais maintenant, quand j'ai regardé la population, je vois la population, mais on me dit clairement, ce sont des terroristes qui nous protègent plus que l'armée malienne. Mais maintenant, ça, c'est étonnant. Bon, maintenant, nous, on doit comprendre que notre situation, c'est complètement différent du monde arabe, c'est différent de l'Europe. Bon, maintenant, on doit regarder notre société à nous-mêmes. Bon, maintenant, quel système qui peut aller avec nous? On doit accepter quoi? On ne doit pas accepter quoi? Ça dépend de nous-mêmes. Je pense que c'est ça l'importance au niveau du Mali pour sortir des crises. D'accord, merci, oui. Docteur Kanté. Monsieur Diko. Oui. En réalité, pour qu'on réussisse à évoluer vers quelque chose, la solution n'est ni dans l'islam, ni dans peut-être la République laïque, à l'héritage à la française qu'on connaît aujourd'hui, le copier-coller des deux côtés. Il faut qu'on crée notre modèle à la malienne et que les Maliens se décident à travailler pour les Maliens et pour le Mali, sans s'inspirer fortement de certaines choses qui en réalité c'est de la paresse intellectuelle. On se dit qu'on va faire comme les autres qui viennent de passer 200-300 ans à évoluer, à faire développer leur société. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faudra bien qu'on se décide à travailler. Il faudra bien qu'on se décide à faire notre modèle de société. Et si c'est une république, et si elle est laïque, eh ben, elle doit être forte et imposer des limites aux religieux. Et quel qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit autre. Ce qui peut faire peur aux politiques, ce n'est pas les religieux ou de les écouter. Ce qui nous fait en réalité peur, c'est que les religieux ne veulent pas être écoutés, ils veulent gérer. Ils veulent gérer une république. Ils veulent gérer une république laïque. Ce n'est pas possible. Tu es soit politicien, soit leader religieux, soit porteur de quelque chose, mais tu es l'un ou l'autre. Il n'y a pas de gris clair, gris foncé. Dans ce domaine-là, il n'y a que du noir, du blanc. Ça ne peut être que l'un des deux. Comme exactement mon frère et confrère Braïka disait, on enlève une casquette. On ne peut pas avoir deux casquettes en même temps. C'est-à-dire, je rejoins tout à fait ce que mon confrère débatteur expliquait, mais au bout d'un moment, il faut que les choses soient très clairement définies, que les limites soient infranchissables. Et l'autre chose qui nous fait peur, c'est que ces leaders religieux, leur immixtion et leur imbrication dans tous les cercles d'affaires, politiciens, business, n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils sont aussi impliqués que certains leaders politiques véreux seraient ainsi aussi impliqués que certains politiques véreux. Donc être religieux n'est pas synonyme d'une virginité. Ici au Mali, pas du tout. D'accord. Dans le monde. Surtout au Mali, le cas malien. Monsieur Braïka. 3 minutes aussi. Je pense que je vais rejoindre M. Diko sur ce qu'il était en train d'expliquer et aussi un peu recadrer les chers professeurs, car je pense que c'est la plus grande des erreurs que les Maliens ont commis et qui ne doivent plus répéter.
des Youssouf, des gens qui ont la vertu des Youssouf, ils se font rares dans ce monde d'aujourd'hui, pour ne dire qu'ils n'existent plus. Donc, croire que nous pouvons confier les affaires de la cité à des religieux et qui puissent avoir la vertu de Youssouf est une grande erreur de calcul. Et surtout lorsque ces derniers même acceptent et admettent des erreurs à plusieurs reprises. Donc, qui admet son erreur peut accepter ne pas se voir soutenu par ceux face à qui il a commis des erreurs. Il est d'une importance primordiale aujourd'hui que de distinguer la mosquée du QG politique. Le Mali est un pays de religion, ancré dans la religion musulmane, mais les vrais religieux sont ceux qui ne sont connus ni des télés ni des radios. Telle est la religion que nous avons connue. Nous venons d'un pays qui est mondialement et historiquement classé au panthéon de l'islam. Le Mali est le pays qui a connu la première université islamique dans le monde, à travers l'université de Tombouctou. Donc aujourd'hui, croire qu'il y ait un problème dans notre islam est une grande erreur. Mais il peut y avoir des erreurs dans le comportement des musulmans. Donc il est temps que la politique gestionnaire, l'État puisse se donner les moyens et les outils de recadrer les citoyens et de promulguer sa politique. Donc si tel est mon dernier mot, je tiens à faire des prières, qu'Allah puisse faire en sorte que nous puissions regagner notre unité nationale, que la paix et la stabilité regagnent les cœurs des Maliens et que Dieu bénisse les Mali et qu'il nous bénisse nos fils de cette nation. D'accord. Alors, docteur Koné. Merci beaucoup. Je pense que du coup, peut-être que m'a mal compris Braïka. Je n'ai pas dit de mettre devant ou de lire un religieux. J'ai dit que si c'était pour répondre à la faillite des leaders politiques, j'ai dit que les gens ont en mémoire que s'ils ont failli, c'est parce qu'il manque certaines vertus, parce qu'ils sont en train de violer les lois. Donc ils disent que peut-être que si on prend quelqu'un qui a une morale qui tient à la religion, bien sûr, ce n'est pas que la religion, il y a les compétences techniques. Il y a les compétences techniques, ce n'est pas qu'il a pris la religion. Moi, je suis scientifique, hein? Donc comme d'autres ont des domaines spécifiques. Maintenant, c'est armé de la religion qu'on peut compter sur eux pour bien gérer. Parce qu'encore une fois, les lois de la République, ce sont les humains qui les violent. Les lois de Dieu, les hommes violent aussi, hein. Mais si les gens ont la foi, il arrive qu'ils sont vigilants. Et d'ailleurs, les grandes démocraties, ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, on fait jurer les présidents sur la Bible. C'est parce qu'on se dit que, bon, il a les compétences techniques, donc on peut faire confiance pour gérer cette première puissance du monde. Mais si en plus, il a la religion, on lui a fait jurer sur la Bible, parce qu'on se dit que bon, s'il croit en Dieu, il va bien gérer la chose publique. Les grandes démocraties, en Hollande, en Norvège, tous ces pays-là, c'est la religion. Mais ils sont techniquement compétents, mais ils ont une valeur religieuse qui fait qu'on peut compter sur eux. Donc, le dollar américain, c'est écrit « In God we trust ». Donc, nous croyons en Dieu. Ça veut dire quoi? On a fabriqué la monnaie avec les économistes chevronnés. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours une dimension divine derrière qui fait qu'on peut faire confiance. C'est ça qui fait que la confiance est parmi nous. Donc, je pense qu'au Mali, notre islam, ils l'ont dit, hein, c'est millénaire depuis les premiers instants de l'islam. Notre problème, je pense qu'il est de l'éducation. L'éducation, c'est la gouvernance, c'est la... Donc, je pense que si tous ces problèmes sont résolus, on ne va pas aller parler de religieux ou pas. Quand au village, dans le fin fond, les gens ont un certain niveau d'éducation, ils peuvent lire le programme, comprendre les programmes des candidats, pour lesquels ils votent sans prendre 2000 francs et les 3000 francs, je pense que naturellement, là, on ne va plus parler de religion. Mais quand on parle de religion, parce que d'un côté, il y a eu un échec. Donc, comme mon frère Diko, Braïka ou les autres, vraiment, nous prions pour les pays et nous espérons que nous arrivons à sortir de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Merci, docteur Koné. L'islam et la politique cas du Mali, mesdames, messieurs, était notre thème dans ce politique, le débat avec monsieur Messaoud Ould Braïka, spécialiste en le monde anglo-américain, ancien président coordinateur des élèves et étudiants stagiaires maliens en Algérie, initiateur du mouvement Assemblée nationale convergente des jeunes du Mali. Docteur Madi Ibrahim Kanté, notre deuxième invité, il est enseignant-chercheur en sciences politiques et relations internationales, membre de la
la commission de réflexion et d'orientation de la CEMAS branche Youssouf Diawara. Notre troisième invité était Dr Amadou Kone, ancien chercheur, leader associatif religieux, président de la mouvance républicaine. Et enfin, notre quatrième invité était M. Mohamed Alamine Diko, membre de la commission scientifique d'Atir, Alliance pour une transition intelligente et réussie, directeur général de l'ECI, Education Crisis Institute. Mesdames, Messieurs, pour ma part, à la lumière de ce qui a été dit, et c'est un discours qu'on entend de plus en plus, il est grand temps qu'on soit tout simplement nous-mêmes, qu'on soit tout simplement maliens. Voilà. On a beau imiter les autres, tant qu'on ne fait pas les choses à notre propre image, et rien n'ira vraiment. Mais seulement, la grande question, une autre question, et j'aimerais vraiment vous laisser avec cette question-là. Sommes-nous une seule image aujourd'hui? Y a-t-il un seul Malien? Est-ce qu'il y a un Malien universel aujourd'hui? Qui est le Malien au juste? Qui sommes-nous au juste? Je crois que quelque part, nous devrions vraiment réfléchir dans ce sens-là également. Alors, portez-vous bien, madame, monsieur, passez une semaine excellente dans le travail en famille. Voilà, au revoir. Merci.